Merci beaucoup Xavier pour cette introduction et j'avoue je suis très honoré de venir vous présenter ici ces travaux qui m'ont tenu en haleine pendant un certain nombre d'années, comme le rappelait Xavier. Je dois aussi dire qu'à l'époque où j'étais étudiant et où tu étais encore mon professeur, on n'imaginait pas, les jeunes chercheurs de notre génération, qu'un jour, ces objets très particuliers que sont les logiques de programme sortiraient des laboratoires pour atterrir sur la paillasse des ingénieurs de l'industrie et avec autant de succès. Donc, c'est beaucoup d'émotions. Il s'est passé énormément de choses ces 20 dernières années, notamment avec l'avènement des prouveurs automatiques qui a considérablement simplifié la donne et rendu en fait ces systèmes accessibles. Alors, de quoi vais-je parler de quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Et bien donc, comme vient de le dire Xavier, de cet outil Framassi WP, qui, comme son sous-nom l'indique, est un outil qui sert à faire de la preuve déductive. Alors, sur des programmes C, donc un langage beaucoup utilisé dans l'industrie embarquée, encore aujourd'hui pour construire des pilotes d'avion, des pilotes de centrale ou des pilotes de voiture, des choses comme ça. Et ces programmes C, pour pouvoir prouver des propriétés dessus, on va les annoter dans un langage qui s'appelle ACSL. Alors, quelques petits mots d'introduction d'abord sur la plateforme. Donc, Framassi, comme dit Xavier, c'est un outil qui est libre, que vous pouvez télécharger sur Internet. C'est un atelier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une plateforme qui permet à plusieurs modules d'analyse de coopérer, de travailler avec des modules différents, des approches différentes, pour prouver des propriétés de programme ou pour faire autre chose avec le programme, d'ailleurs. Et c'est une plateforme qui est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a une API qui permet de développer ses propres extensions à la plateforme et de les intégrer dedans. Et en fait, on va dire, il y a énormément de plugins dans cette plateforme et la plupart sont des réutilisations de quelques modules centraux qui font le gros du travail. Donc, je vais en citer trois essentiellement pour l'instant. EVA qui fait de l'analyse par interprétation abstraite, donc comme ce qui avait été présenté dans le cours de l'année dernière. WP que je vais vous proposer aujourd'hui pour faire la vérification déductive. Un module qui fait du test aussi, de la génération de tests, des choses comme ça. Citer aussi GESI qui est l'ancêtre de WP qui avait été fait par Yannick Moy pendant sa thèse avant. Donc voilà. Et donc, en fait, ce module WP, en fait, il est réutilisable par plein d'autres plugins. Donc là, j'ai mis quelques-uns des plugins qui sont disponibles, qui en fait réutilisent quasiment tous le greffon WP. Voilà. Donc c'est vraiment, on a une plateforme où on a des grosses briques de base qui font le gros du travail, et c'est assez facile pour d'autres chercheurs ou d'autres développeurs de se greffer sur ces outils puissants pour dériver leurs propres analyses. Voilà. Alors, j'ai parlé de langage annoté avec un langage de spécification. C'est une des composantes vraiment importantes puisque le langage de spécification, c'est vraiment ce qui va nous permettre de dire ce qu'on veut que le programme fasse. Et ce langage, alors, il se trouve que c'est des gens du CEA et de l'INRIA qui l'ont mis au point, mais en fait, il a été conçu indépendamment de la plateforme. Il a été conçu pour faire en fait office de norme. De fait, il suit les évolutions de la plateforme, les deux se synchronisent bien sûr, mais il a été posé comme une norme sur laquelle on peut s'appuyer, sur laquelle d'autres outils peuvent s'appuyer, indépendamment de la plateforme, et c'est déjà plus ou moins ce qui se fait, même si Framassi en est l'implémentation la plus aboutie à ce jour. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble en deux mots? Je reprends là l'exemple que vous avez montré, Xavier, lors de la démo de son premier cours. Donc, en fait, on voit qu'on a un programme, et puis ce qui apparaît dans les commentaires en rouge, ce sont des annotations qui sont écrites dans ce fameux langage ACSL. Et en gros, comment est-ce que je vois ça? Finalement, vous avez une partie des annotations qui servent à raconter les préconditions du programme, donc ce qui doit être vrai à l'entrée de l'exécution, ce qui doit être vrai à la fin. Là, j'ai volontairement supprimé les invariants de boucle dans un premier temps. Et donc, l'objectif de cette vérification déductive, c'est bien de prouver le plus automatiquement possible, puisqu'on veut que ça soit applicable par tout un chacun, des triplets de OR de type PCQ, comme l'a montré. Donc, voilà. Donc, on écrit ça un petit peu différemment, mais à la fin, ça veut vraiment dire ça. Alors, le principe de cette vérification déductive, Xavier vient de vous les donner dans son cours.
c'est qu'en fait, pour prouver ces triplés de OR, on va s'appuyer essentiellement sur deux des règles principales du calcul, qui est la règle de calcul du WP, qui, je vous rappelle, nous permet en fait, à partir d'une commande et de sa post-condition, de calculer automatiquement une précondition qui valide un triplet, donc ça nous en donne un. D'utiliser la règle de conséquence, la fameuse qui a posé des problèmes de complétude. Et en combinant astucieusement ces deux règles, en fait, on arrive à décomposer notre problème en un calcul qui peut être fait par un algorithme à partir de la commande et de la précondition. Puis on génère une formule, qui est une simple formule qui ne fait plus référence aucunement au programme, qu'on va pouvoir confier à un prouveur automatique, mais ça peut être aussi un assistant de preuve. Et comme ça, on va donc obtenir notre triplet. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Voilà, donc en fait, le plus long, c'est de taper la commande. Alors, là, quand on lance l'outil, en fait, on voit qu'il faut aussi lui demander explicitement si on veut vérifier ou pas les conditions d'exécution, le fait que les conditions, les expressions ne débordent pas, etc. Et en fait, tout ça simplement parce que comme il y a plusieurs analyseurs dans la plateforme, en fait, l'analyseur dédié historiquement à la vérification de l'absence d'erreur à l'exécution, c'est plutôt EVA, qui fonctionne par interprétation abstraite. Et donc, ça qu'on a souvent l'habitude de découpler les deux. Et en fait, même, par exemple, chez Airbus, en fait, ils utilisent un autre analyseur abstrait pour faire cette analyse, qui est Astray. Voilà, donc en fait, on a vraiment la possibilité de faire coopérer toutes ces plateformes entre elles. Et donc, voilà, donc pour reproduire la démo de Xavier, il faut demander explicitement de vérifier les préconditions et les post-conditions du programme et l'absence d'erreur à l'exécution. Alors, là, vous voyez que même sur un programme comme ça, on a quand même généré une trentaine d'obligations de preuve, donc conditions de vérification. Et on voit qu'ici, il a fallu deux prouveurs pour s'en sortir. Donc Altergo, qui est un prouveur libre qui est disponible aussi sur Internet, et QED, qui est en fait un prouveur interne à WP, à Pharmacie WP, et dont je parlerai un peu plus tard. Bon, le programme est simple, mais la vérification l'est également. Hein. Vous voyez qu'en quelques millisecondes d'exécution machine, tous les buts sont prouvés. Voilà. Alors ça, c'est bien joli, le principe est bien connu, tout est calculable, on a des algorithmes, on a des prouveurs automatiques, mais comment est-ce que ça se comporte quand on est face à du vrai logiciel, si j'ose dire. Donc là, l'épreuve du réel, ça fait référence à cette notion psychanalytique. Le réel, c'est quand on rentre dans la vraie vie, on se prend tout en pleine figure en général. Voilà. Donc WP à l'épreuve du réel, on va voir que les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Alors, un des éléments pour appréhender un peu ce long parcours qu'il y a entre la théorie et la pratique, finalement, c'est l'échelle de temps sur laquelle s'est déroulée cette expérience. Donc en fait, on a un panorama sur comme ça quasiment une quinzaine d'années, même en fait plus si on remonte vraiment à l'histoire. En 2005, on est sur un ancêtre de Pharmacie WP qui s'appelle Caveat, qui avait déjà été développé au CEA avec Airbus et qui avait été tenté d'être appliqué à un certain nombre des routines de bord de la 380, avec un certain succès, mais avec une logique de OR assez limitée et qui était, j'ai envie de dire, à l'époque, peut-être moins bien comprise que ce qu'on sait faire aujourd'hui grâce aux récents apports théoriques. Donc en 2011, par là, il y a un programme d'obsolescence qui se met en place, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que cet outil Caveat va être complètement dépassé par les événements et par les nouveaux programmes qui vont nous arriver. Et donc, on décide de profiter de l'arrivée de la plateforme Pharmacie pour rebâtir l'ensemble de l'approche sur de nouvelles bases. Alors, évidemment, au début, ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien, et donc en fait, c'est l'essence du diagramme là. Donc, on avait un banc de test, et en fait, sur beaucoup de cas du banc de test, on n'arrive pas à finir l'épreuve avec le nouvel outil. Bon, qu'à cela ne tienne, on a un programme de maturation, on travaille avec eux. Il nous faudra quelques années pour arriver à un état convenable. Et là, il y a une brusque accélération. Airbus nous dit écoutez, on n'est pas encore tout à fait prêt, votre machin, ça a l'air de bien marcher, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais on a un coup à jouer parce qu'on a bientôt un nouveau programme de refonte de toutes les commandes de vol des avions. Et là, il y a une aubaine, parce que peut-être qu'on peut revoir entièrement la manière de concevoir les logiciels critiques chez Airbus
pour intégrer des méthodes à base de vérification déductive au sein même du process. Alors évidemment, le challenge est énorme parce qu'au moment où on nous dit ça, on nous dit il y a 1 an ou 2 pour faire le boulot, pour arriver à maturité, et en même temps, il y a un coche à ne pas louper, parce que si on rate ce coche-là, ils vont repartir sur un nouveau programme avion avec des anciennes méthodes traditionnelles, et on aura raté le coche. Donc au CEA, on se dote d'une équipe, 3-4 personnes, donc il y avait moi, François Bobo, Patrick Baudin, Zaina Dargaï, et on décide de relever le challenge et d'y aller à fond. Et donc là, on a beaucoup travaillé pour arriver en fait à monter l'algorithmique au niveau d'automatisation qu'il fallait pour que ce soit acceptable. Et les années qui ont suivi ont consisté essentiellement en un déploiement industriel majeur de la méthode au sein d'Airbus, avec une formation énorme de plusieurs dizaines d'ingénieurs chez eux, la mise en place d'une cellule de support, etc. Et aujourd'hui, en fait, les nouveaux ateliers de développement de logiciels critiques chez Airbus sont faits à partir de ce type d'outils. Alors, Framassi WP n'est pas le seul. Il y a une collection de 4 ou 5 outils qui contribuent à l'ensemble de la démarche. Tout ça a été publié à la conférence ERTS en 2018 et en 2020, ou en 2019, je ne sais plus. Voilà. Et donc, les articles sont disponibles. Alors, le principe est connu, l'algorithme au moins est défini dans les livres, dans les articles, donc a priori on sait faire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Alors en fait, ce calcul WP tel qu'on l'a défini ce matin, tel que Xavier vous l'a défini ce matin, et bien connu, en fait il n'est absolument pas performant. Alors, cette notion de performance, on va la décliner, je vais essayer de vous raconter en quoi il a des problèmes. Alors, en 2005, paraissent une série d'articles, essentiellement par Justin Leno et d'autres confrères, qui vont vraiment précisément mettre le doigt sur le problème. Donc, c'est 2 articles qui parlent effectivement de cette notion d'efficacité. Alors, efficacité, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas la complexité du calcul, ce n'est pas le fait que le calcul WP est difficile à faire. Le problème, c'est que la formule logique qu'il produit en sortie est beaucoup trop compliquée à prouver, elle est beaucoup trop grosse, voire elle peut exploser en taille. Et donc en fait, elle n'est pas digérable par les prouveurs, ni même par un humain. C'est-à-dire que si vous prenez la formule brute de fonderie qui sort de WP, même avec un assistant de preuve, vous avez beaucoup de mal à la démontrer. Donc en fait, c'est ce qui est un peu souligné dans ces articles, dans les introductions, c'est que les nouvelles compréhensions de ces techniques permettent de mettre au point des nouvelles techniques pour calculer ce WP qui font qu'à la fin, ça marche. That makes the technique work. Parce qu'en fait, effectivement, brut de fonderie, ça ne marche pas. Donc il y a 2 articles essentiels qui vont permettre de poser les bases de comment est-ce qu'il faut calculer un calcul WP de manière efficace. Et ils parlent à peu près de la même chose. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, alors, essentiellement, en fait, Justin Leno propose de faire 2 choses simultanément. D'une part, simplifier le calcul WP, et d'autre part, traiter tous les cas de goto, exception, return, break, etc. En fait, en quittant l'approche, quelque part, sémantique, où on a la structure du programme et on la décompose en calcul WP, et revenir à la notion de diagramme. Donc finalement, revenir aux sources, revenir à la méthode de Floyd et de Turing. Et en fait, c'est en refaisant un retour au diagramme qu'on va permettre de solutionner le problème. Donc autant l'approche structurelle à la OR est intéressante pour poser les problèmes de sémantique, autant finalement l'idée initiale de Turing et de OR est plus intéressante en pratique. Donc quels sont les pièges en fait, fondamentaux qu'il y a dans ce calcul WP? Eh bien, en fait, ce sont essentiellement des problèmes de duplication. Le calcul WP en fait, contient intrinsèquement un certain nombre de choses qui vont faire grossir les formules de manière complètement démesurée. Donc typiquement la règle d'affectation. En fait, vous prenez la post-condition et vous allez remplacer une variable par une expression. Alors, si vous prenez une expression qui contient elle-même des duplications et que vous faites ça plusieurs fois, eh bien, en fait, vous allez vous retrouver avec des formules qui grossissent de manière exagérée. Donc là, je vous ai mis un petit exemple où on fait un enchaînement successif de x et reçoit l'affectation d'une certaine fonction de x et de x, par exemple. Voilà. Et si vous faites ça 3 fois, par exemple, vous avez déjà une formule à peu près de taille conséquente. Si vous faites ça 4 fois, ça ne tient pas dans l'écran. Et je vous passe les valeurs successives de la valeur. En pratique, ça a fait cracher les outils. C'est-à-dire que la mémoire explose, pour de vrai. Alors vous allez me dire, des fonctions, des affectations qui font x de point égal phi de xx, il n'y en a pas souvent.
En fait, si. En fait, si, on a même tout le temps. Donc, typiquement, dès qu'on utilise des tableaux et des pointeurs, en fait, vous en avez quasiment à toutes les lignes. Et ce n'est pas des duplications que vous avez, c'est souvent des triplications. Donc, vous avez x qui apparaît n fois. En fait, ce qui est redondé, c'est le tableau lui-même, parce qu'en fait, vous parlez de mise à jour dans un tableau. Et donc, c'est le tableau P qui reçoit à l'indice i ce qu'il y avait dans le tableau P à l'indice i, plus 1, etc. Et en fait, vous avez comme ça énormément de références mutuelles qui s'introduisent dès que vous parlez de tableaux et de pointeurs. Voilà, donc c'est une réalité. Alors, il y a une solution triviale pour solutionner ce problème, qui est d'utiliser la construction let de la logique. Bon, ça marche, ça permet d'avoir des formules de taille linéaire. Ou alors, en fait, ça ne marche pas du tout, parce que cette solution, elle récèle un autre piège, mais que je vous raconterai un petit peu plus tard. Donc, le suspense est à son comble. Mais de toute façon, on est embêté par une autre règle du calcul WP qui lui aussi introduit une duplication. Et là, cette duplication-là, on ne sait pas la résoudre. Donc en fait, alors j'ai écrit la règle du if un peu différemment de celle que vous l'a présentée Xavier ce matin, mais elle est équivalente en intervertissant les ou, c'est exactement la même. En fait, le problème, c'est que quand vous avez un if, essentiellement, vous déclenchez 2 fois le calcul WP, une dans chacune des branches. Ça, jusque-là, rien de problème. Mais le problème, c'est que vous l'introduisez avec des commandes différentes. Et que si ces commandes introduisent des substitutions, vous allez vous retrouver à avoir une duplication différente de la post-condition avec des liaisons ou des substitutions différentes que vous ne pourrez plus fusionner. Donc en fait, vous avez vraiment, à chaque étape d'un if, une duplication du problème, vous faites x2, et il n'y a aucun moyen de résoudre cette duplication. Enfin, du moins en utilisant ce calcul WP tel qu'il est précis. Alors, il y a un autre problème moi, qui m'a souvent intrigué, c'est que finalement, dans cette approche de vérification déductive globale, en fait, on construit à la fin une seule grosse formule et il faut tout prouver. Donc moi, ça me gêne un peu parce que quelque part, on perd aussi un peu ce principe de localité que, voilà, en fait, on n'a pas qu'une seule formule à prouver. Et en fait, bon, voilà, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, la solution, c'est de revenir à des diagrammes, tel que je l'ai dit. Donc voilà, je vous ai mis un petit exemple de diagramme. Donc on peut représenter en fait le triplet de OR sous forme de diagramme en mettant des commandes dont on peut faire les WP locaux sur chaque arête. Et alors la première idée, c'est en fait de faire ce qu'on appelle une mise en forme SSA. Donc en fait, ou une mise en forme passive. C'est de remplacer en fait les règles d'affectation par des règles d'égalité usuelles en mathématiques. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer les variables chaque fois qu'elles sont modifiées. Et donc au lieu de dire que x est remplacé par quelque chose, on va dire qu'en fait maintenant x il est plus représenté par x, mais par x1. Et si dans un autre programme, dans une autre branche, on fait une autre affectation, cette fois-ci on appellera le résultat x2. Et on propage comme ça toutes ces variables, donc il y a un algorithme pour le faire, c'est très bien décrit. Et en fait, essentiellement, à la fin, ce que vous avez, c'est que vous avez un programme dans lequel il n'y a plus aucune affectation. Vous n'avez plus que des hypothèses. Voilà. Donc ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, en fait, c'est de dire finalement, plutôt que le calcul WP complet de tout le programme, de tout le diagramme, en fait, on va rajouter des variables auxiliaires. Exactement comme l'a fait Xavier Leroy pour représenter les invariants ou les post-conditions ou les variants. Et la variable auxiliaire que Leno introduit, c'est de dire, je prends un nœud de mon algorithme et je vais appeler BI le fait que toute trace qui est issue de ce nœud va terminer de manière correcte. Enfin, pas terminer, disons, générer une trace d'exécution qui est correcte, alors soit au sens fort, soit au sens faible, comme on veut, les deux versions existent. Et en fait, il se trouve que cette quantité BI, cette variable auxiliaire, on peut lui donner des règles locales. C'est-à-dire qu'en prenant juste un nœud et ses successeurs, on peut exactement définir quelles sont les propriétés que doit vérifier cette variable auxiliaire. Et ce calcul, il est purement local, donc il n'y a pas d'appel récursif quelque part de WP, on le fait uniquement sur les transitions d'un nœud à un autre. Et finalement, on peut montrer que le calcul WP est équivalent à prendre la conjonction de toutes ces petites vérifications locales. Et donc ça, comme en fait on a une petite vérification sur chaque arc, c'est linéaire en la taille de programme. On n'a pas de duplication parce qu'on n'a pas de règle d'affectation. La formule est linéaire en la taille du programme. Et donc, on a résolu notre problème. Alors le gros problème de cette approche,
c'est que la formule qu'on génère, elle est complètement impossible à lire. Alors il se trouve qu'elle convient bien au prouveur automatique, mais elle est complètement impossible à lire. Vous n'y comprenez rien. Mais les prouveurs automatiques s'en servent assez bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans pharmacie WP? Alors en fait, on est reparti des idées de Leno, mais on les a vues de manière un petit peu différente. Et surtout, en fait, on s'est préoccupé de savoir justement comment lire ces obligations de preuve. Parce que quand on n'arrive pas à faire une preuve, il faut être capable de comprendre pourquoi. Ça peut être parce qu'on n'a pas mis cette chose assez dans les contrats, ou dont les invariants ne sont pas assez forts, ou peut-être qu'on s'est trompé dans le programme. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce que la preuve ne se fait pas. Et donc c'était important de pouvoir lire ces obligations de preuve. Et en fait, une approche un peu complémentaire de celle de Leno, c'est en fait de voir l'obligation de preuve, donc la condition de vérification, comme en fait un prédicat sur l'ensemble des chemins d'exécution qui permettent d'aller d'un point à un autre. Et en fait, on peut revoir cette condition de vérification comme voilà, ce ou de tous les chemins qui vont de A0 à A4, où on collecte toutes les contraintes qu'il y a sur chaque arbre. Et en fait, on a un moyen de calculer de manière compacte et sans duplication cette union de chemins. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que vous voyez à quoi on arrive. En fait, on a une séparation claire entre quelque chose qui ne parle que des prédicats de chemin, quelque part qui ne contient que la notion de « je vais d'un point de programme à un autre », et de l'autre côté de la formule, la condition de vérification proprement dite, la post-condition. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a vraiment deux visions du programme. Qu'est-ce que fait le programme et qu'est-ce qu'on peut prouver dessus? Alors en plus, ce prédicat de chemin, en fait, il a le bon goût de se mettre toujours sous une bonne forme. Alors la bonne forme, c'est que ça ressemble à un prédicat logique. On peut le mettre avec des ifs and else pour faire de la factorisation. Il n'y a pas de négation, sauf s'il y a des négations à l'intérieur des prédicats élémentaires P, mais sinon, dans sa structure globale, tous les éléments de ce prédicat de chemin sont en position positive ou négative, suivant comment est-ce qu'on le regarde. Et ça, ce sera intéressant pour faire des simplifications plus tard. Et donc en fait, on génère finalement des prédicats de chemin qui disent qu'est-ce qui caractérise toutes les exécutions d'un programme qui va de I à K, ce que j'ai nommé oméga IK. Ces prédicats peuvent se calculer de proche en proche, de manière linéaire, sans duplication, et on peut générer des conditions de vérification qui sont indépendantes les unes des autres, quelque part. Voilà. Donc au lieu d'avoir une grosse formule qu'on envoie à un prouveur, on en a plein de petites qu'on peut envoyer au prouveur. Et donc l'autre intérêt, c'est que les formules qu'on génère sont là très proches du programme source, c'est qu'en fait, vous pouvez même réimprimer ces formules comme si c'était du code. Et donc on est capable de les comprendre, et c'est très très intéressant pour débugger les programmes. Alors, j'en viens à faire une petite remarque. Xavier, tout à l'heure, tu as introduit la notion de post-condition et de weakest post-condition ou de strongest post-condition. Et tu as mentionné la notion d'exécution symbolique. Alors en fait, j'allais un petit peu plus loin avec ce transparent pour dire que finalement, certes, le calcul WP, on peut le voir comme quelque chose qui transforme des prédicats. C'est-à-dire que vous avez un prédicat à une position du programme et par calcul WP, vous pouvez le trimballer, le remonter vers le haut. Et souvent, les gens m'ont demandé est-ce qu'on peut utiliser Framathy WP pour prendre une formule et la déplacer? Alors en fait, ça ne marche pas bien. Parce que en fait, le langage dans lequel sont exprimées les formules WP, c'est un langage logique du premier ordre, alors que les prédicats dans lesquels on raconte les choses au programme, c'est de la CSL. Et en fait, ce n'est pas une logique du premier ordre classique, c'est une logique qui parle du programme C, etc. Donc en fait, on ne peut pas exactement faire ça. Mais surtout, en fait, Framathy WP ne fait pas un calcul WP. Il ne fait pas un calcul WP au sens propre du terme. En fait, il calcule des prédicats de chemin, c'est-à-dire des formules qui caractérisent toutes les exécutions qui vont d'un point à un autre. Et quelque part, c'est ni un WP, ni un SP, c'est quelque chose qui est vraiment, qu'on peut voir vraiment comme une exécution symbolique du programme. Et finalement, on peut voir ce Framathy WP comme un compilateur. Un compilateur qui prend quoi? Qui part d'un programme, donc on va avoir des variables C, des expressions C, des instructions, des annotations en ACSL, qui est encore un autre langage, avec des termes et des prédicats, mais qui sont dans une logique particulière. Et puis en fait, on peut se donner une logique du premier ordre, classique, celle que savent utiliser les prouveurs SMT, les assistants de preuve. Et on peut voir Framathy WP comme un compilateur, quelque chose qui est capable de traduire tous ces éléments du C et de la CSL vers une logique du premier ordre. Et ce n'est pas simplement des mots, c'est-à-dire qu'en fait, le compilateur est accessible programmatiquement depuis Framathy. Il y a une API qui permet en fait, de reprendre tous ces blocs et de les recomposer sans faire de vérification déductive, en ne faisant que de l'exécution symbolique.
Et ça, en fait, on s'en est servi pour faire quelque chose d'assez intéressant, qui consiste à prouver des propriétés réactives, des propriétés de programmes réactifs. Ça, c'est une demande de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui avait en fait des programmes C, donc c'est des programmes qui en fait s'exécutent en permanence et qui vont prendre des acquisitions de capteurs, déclencher des commandes et par exemple commander l'arrêt du réacteur s'il surchauffe. Et là, les propriétés que vous voulez prouver sur ce genre de programme, ça s'exprime mal sous forme de vérification déductive. Parce que ce n'est pas si il se passe ça, alors si je suis dans un tel état, alors je dois faire ça. Ce sont plus des propriétés temporelles. Alors qu'on peut encoder dans la logique de OR, mais pas de manière simple. On a plutôt tendance à utiliser des logiques temporelles pour faire ça. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais il se trouve qu'il y a un formalisme pour décrire ces objets-là, c'est le formalisme synchrone à base de langage lustre. Et en fait, on s'est servi du compilateur de FraMaCWP pour faire de l'exécution symbolique et extraire un modèle lustre d'un programme C et du coup être capable de traiter ce programme et ses propriétés dans un environnement de type logique synchrone. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cet élément. Donc vraiment cette notion d'exécution symbolique au sein de FraMaCWP, c'est vraiment pas juste une vision des choses, il y a un côté pratico-pratique qui permet de faire de nouveaux types d'analyseurs avec ça. Deuxième volet de faire une vérification déductive efficace, c'est on va travailler maintenant sur justement ces fameuses formules. Donc en fait, ces formules, on peut aussi les rendre plus performantes du point de vue de la preuve, donc indépendamment de la manière dont on les a calculées. Et quelques idées de base, c'est de juste, par exemple, les simplifier. Effectivement, à quoi ça sert d'avoir un terme qui s'écrit 1 plus 2 ? Ça ne sert à rien, il vaut mieux le remplacer par 3. Je vous ai mis toute une série de simplifications qu'on peut faire. Alors, quelque part, ce sont des simplifications qui peuvent être faites par les prouveurs SMT, par les prouveurs automatiques, pardon. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que si vous prenez un prouveur automatique, il n'est pas forcément bon dans tous les domaines. Il y a peut-être des choses qu'il sait faire, des choses qu'il ne sait pas faire. Mais si vous lui confiez à travailler sur toute une formule et qu'il doit faire tout seul toutes les simplifications, quelque part, à la fin, il peut se retrouver avec des choses uniquement dans le fragment que lui sait faire. Si par contre vous pré-simplifiez la formule, donc vous le débarrassez de tout un tas de soucis, vous aboutissez à une formule plus simple qui peut-être peut être traitée par plusieurs prouveurs de manière différente, voire de manière collaborative. Donc en fait, c'est très important de pouvoir faire ces simplifications. Et c'est là que le piège se referme. C'est-à-dire qu'en fait, que vous ayez mis des lettres ou que vous ayez fait une mise en forme passive à la Leno, dans tous les cas, en fait, vous vous retrouvez avec des formules qui sont incomplètes. C'est-à-dire soit vous avez une variable, soit vous avez une variable liée. Et quelque part, si vous voulez faire les simplifications, vous avez envie de remplacer les définitions des variables par leurs valeurs pour pouvoir voir plus de choses. Et donc, quelque part, on veut aussi simplifier au travers des lettres. Et donc là, à un moment donné, il va falloir refaire des substitutions et c'est compliqué. Alors, pour vous dire quand même à quel point on peut simplifier, il y a une grosse formule là, qui est vraiment issue d'un calcul WP classique. En fait, si vous appliquez les règles que j'ai mises sur le slide d'avant, en fait, vous pouvez la réduire en juste une inégalité à la fin. Et donc, peut-être qu'elle peut être traitée par d'autres choses, par plusieurs prouveurs à la fois. Donc, il y a une réalité dans le fait qu'en simplifiant, on réduit la difficulté des preuves. Alors, pour ce faire, pour réussir à simplifier ces objets-là, en fait, c'est assez compliqué. On s'est trompé plein de fois. Et à la fin, on a mis au point une bibliothèque pour le faire qui s'appelle QED. L'idée de cette bibliothèque, c'est justement de fournir une boîte à outils pour calculer des formules. Et j'ai intitulé cet article « Computing what remains to be proved » parce qu'il y a vraiment cette idée que par calcul, en appliquant des algorithmes de simplification, on peut en fait calculer le résidu, le reste à prouver, ce qu'on ne sait pas faire uniquement en propageant bêtement des règles de simplification. Et quelque part, c'est là qu'après, on va tomber sur des procédures de décision qui doivent être intelligentes, voire nécessiter l'intervention de l'utilisateur. C'est cette articulation entre calcul et preuve, qui quelque part était un peu le sujet du premier cours de Xavier Leroy, qui on retrouve ici. Donc en fait, on peut calculer le reste à prouver. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des techniques connues de hashconsing pour représenter en fait les termes modulo normalisation forte. Et ce qui fait que, par exemple,
Alors, l'intérêt, c'est que vous n'avez pas de construction let dans l'interface de création d'une formule. En fait, vous faites autant de duplications que vous voulez au moment où vous manipulez les formules, et c'est la bibliothèque qui, en fait, se charge de rassembler les termes égaux à normalisation près et de les représenter de manière unique en mémoire. Et par contre, quand on veut réimprimer ce terme, soit pour l'utilisateur, soit pour le config improver externe, on va évidemment calculer les termes à repartager pour ne pas que la formule explose. Donc voilà. Donc en fait, en utilisant ça, et puis après en propageant les règles dans ces arbres-là, on arrive à travailler avec des formules qui sont en tout point réduites. Alors, des règles de simplification dans QED, il y en a vraiment énormément. Là, je vous ai fait un peu une liste à l'après-vert. Je n'ai pas l'intention de les détailler toutes, mais on est à, je sais pas, il y a plus d'une centaine, plus de 150 règles au moins dans l'outil. Elles se placent à différents niveaux. Certaines sont activées tout le temps, d'autres sont activées sur demande de l'utilisateur. Il y a vraiment énormément de règles dans cette bibliothèque. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne? En fait, là, je vous ai ressorti quelques évaluations quantitatives de l'utilisation de QED pendant son développement, c'est-à-dire qu'avant qu'il arrive à maturité, pendant qu'on faisait les mises au point avec Airbus sur un banc de test de la 380. Et alors, là, sur ces diagrammes, on peut voir en différentes couleurs ce qui est prouvé par QED, donc c'est la partie en bleu, ce qui est prouvé par Altergo, donc c'est la partie en vert, et le reste, c'est ce qui n'est pas prouvé. Alors, c'est sur le même banc de test, et vous voyez que le nombre d'obligations de preuve diffère. En fait, il y a deux raisons à ça. C'est que, d'une part, il arrive parfois que pendant le calcul WP, on simplifie tellement les preuves qu'on ne génère même pas l'obligation de preuve. Donc, il peut y avoir une fluctuation à ça. Mais c'est surtout parce que, en fait, ce qui s'est passé entre deux versions intermédiaires, là, le grand saut entre ici, là, essentiellement, hein, le grand saut ici, c'était justement un bug à l'intérieur de QED sur le calcul des partages, qui fait qu'en fait, malgré nos efforts, les formules explosaient. Et en fait, ça faisait cracher le programme, et en fait, on perdait des obligations de preuve. Alors, on s'en rendait compte, hein, mais ça n'apparaissait pas dans les diagrammes. Au fur et à mesure de l'évolution de QED et de l'ajout de nouvelles règles dedans, en fait, on a pu augmenter considérablement la part de résolution. En fait, vous voyez que, grosso modo, alors aujourd'hui, on est quasiment à 98% d'automatisation sur un banc de test classique. Donc, on prouve quasiment tout. Et Altergo est responsable à peu près à peine 10 à 20% des obligations de preuve restantes. Alors, il faut savoir qu'en fait, ce qui se passe, c'est que QED, quand il arrive à simplifier en quelque chose de trivial, en fait, on a fini. On ne confie même pas l'obligation de preuve à Altergo. QED, il est utilisé à la fois comme prouveur et comme simplificateur. Voilà. Alors évidemment, comme on est des logiciens, on aime bien mettre les choses en auto-récursion, évidemment. Et de me dire, ce logiciel QED, en fait, il est plein de bugs. Et c'est dommage parce que c'est un composant critique et que s'il se trompe, on génère des obligations de preuve qui sont fausses. Et donc, on a entrepris depuis cette année, dans un travail de thèse que j'encadre, de réécrire QED dans un environnement où on peut faire de la preuve par vérification déductive. Alors, pas en utilisant pharmacie WP, mais en utilisant un autre logiciel de calcul WP qui est Y3 pour en fait réimplémenter ce logiciel avec une preuve de sa correction, c'est-à-dire finalement que toutes les simplifications logiques qu'il fait sont correctes. Voilà. C'est le côté do it yourself de truc. Alors, un petit mot vraiment très rapide sur un autre volet qu'on appelle les modèles mémoire, qui est un autre volet sur lequel on peut beaucoup gagner en efficacité sur les calculs WP dans un modèle à pointeur. Alors, je ne vais pas trop déflorer le sujet parce que c'est essentiellement le sujet des prochains cours de Xavier. Donc, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais juste pour vous l'illustrer un petit peu. Quand j'ai dit qu'on avait un traducteur donc qui transforme les éléments du code C vers la logique du premier ordre, il y a un des composants essentiels qui est ce qu'on appelle le modèle mémoire. C'est-à-dire comment est-ce que je vais représenter l'état de la mémoire. Donc c'est le store qu'a montré Xavier ce matin dans son cours, dans une version idéalisée. Mais en fait, en programmation, en vérification déductive, on a exactement cette même notion, c'est-à-dire qu'il faut représenter où sont les choses en mémoire, comment est-ce qu'on y accède et comment est-ce qu'on modélise ça en logique du premier ordre. Et en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a même beaucoup de façons de le faire. Et suivant la manière de faire, vous allez obtenir des formules qui sont soit très simples, soit extrêmement compliquées. Alors, je vais juste vous donner un peu une intuition
de ça en prenant un programme extrêmement simple, un programme swap, là, qui intervertit la valeur de deux zones mémoire qui sont passées sous forme de pointeur. Et en fait, juste pour les problèmes qui peuvent se poser. Alors, ce qu'on veut, c'est que ce qu'il y a au bout du pointeur A et au bout du pointeur B, à la fin de l'exécution, ce soit inversé. Voilà, donc ça s'écrit comme ça. Et pour ce faire, il nous faut une variable auxiliaire de manière à, comme pour les tours de Hanoï, récupérer la valeur intermédiaire. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a des pointeurs qui se chevauchent, par exemple? En fait, notre programme, il n'est plus vrai. Il ne fait plus du tout ça. Alors, je ne vais pas vous faire le détail complet, mais si on essaye de, j'essaie de représenter avec des codes couleurs qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, vous faites l'affectation de A dans TMP, ensuite vous mettez B dans A, puis vous remettez B dans TMP. Bon, en fait, on voit là qu'il s'est passé un petit quelque chose. Et en fait, si vous regardez, pour l'échange de A et B, ça s'est bien passé, mais pour l'échange de B et A, on voit qu'il y a eu du grabuge. Il y a un petit morceau de l'ancienne valeur de A qui est venu contaminer la nouvelle valeur de B. Et ça, c'est parce que les pointeurs se chevauchent. Donc ça veut dire que quelque part, ce programme, il est faux, en fait. Hein, mais pas tout le temps. En fait, c'est assez rare d'avoir des pointeurs qui se chevauchent comme ça. Mais ça pourrait quand même arriver. Et en fait, on peut même avoir pire, parce qu'en C, les pointeurs sont partout. Notamment, par exemple, vous pouvez parler du pointeur sur la variable qui contient un pointeur. Et alors, s'il se chevauche, je ne vous laisse même pas imaginer ce qui peut se passer. En fait, personne ne sait, à part que ça va faire vraisemblablement n'importe quoi, ou déclencher une faille de sécurité. Voilà. Donc il y a une littérature absolument débordante sur cette notion de modèle mémoire. Je ne vais pas rentrer dedans. J'aime bien cet article, il est récent et qui fait un récapitulatif global des grandes techniques qui existent pour simplifier ce problème-là, sans avoir recours à la logique de séparation, qui est le sujet que développera Xavier dans ses cours suivants. Mais on peut faire quand même beaucoup de choses en restant en logique du premier ordre. Alors, je vous en montre 3 des modèles qui sont implémentés dans Framassi WP. Alors, je ne vous les montre pas complètement, mais juste, on voit bien que là, donc c'est 3 versions d'un même modèle où on suppose quand même que les pointeurs ne se chevauchent pas trop. À la rigueur, ils peuvent être égaux ou séparés. Voilà. Et en fait, si on prend un modèle simple où on met toutes les variables en mémoire pointée et tous les pointeurs en mémoire pointée, en fait, il nous faut 4 obligations de preuve pour résoudre le petit problème swap, dont 2 sont déchargées par QED et 2 par Altergo. Si maintenant vous vous dites que finalement, les valeurs A et B, on n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'elles sont stockées en mémoire. On peut peut-être les représenter comme des variables en tant que telles, en disant comme si c'était dans une mémoire à part. Là, en fait, vous n'avez plus qu'une obligation de preuve à prouver avec Altergo, et il y en a 3 qui sont prouvées par QED, donc par pur calcul. Et en fait, vous pouvez même faire mieux, vous pouvez vous dire, mais finalement, mon programme swap ne manipule que étoile A et étoile B. Pourquoi ne pas faire comme si c'était 2 variables et oublier complètement la notion de pointeur? Et ça, c'est un nouveau modèle mémoire qui n'existe pas vraiment dans la littérature, mais qui est très, très utile en pratique, qui consiste à dire que en fait, vous ne représentez pas dans la WP la valeur de A et de B, vous ne représentez que la valeur de étoile A et étoile B. Et en fait, avec ça, il n'y a absolument aucune obligation de preuve qui a besoin de calculs compliqués. Tout est déchargé instantanément. Par contre, WP vous prévient qu'il faut rajouter des hypothèses. C'est-à-dire que votre programme n'est pas vrai dans tous les cas. Pour qu'il soit vrai, il faut que vous rajoutiez ces hypothèses-là, sinon le modèle mémoire est faux. Voilà. Donc ça, c'est une approche générale, c'est-à-dire que vous avez des programmes qui sont en général en C, qui sont en général faux tout le temps, sauf à raconter énormément d'hypothèses sur la mémoire. Et en fait, le pari qu'on fait, nous, avec les modèles mémoire riches de WP, c'est que la plupart de ces hypothèses, on peut les rendre implicites. On peut être optimiste, on peut parier sur le fait qu'on va avoir plein d'invariants sympas qui sont vérifiés. Et si on réussit notre coup, le programme est beaucoup plus simple à vérifier. Donc en pratique, on va utiliser des analyses de régions qui peuvent être un peu compliquées. Là, je vous ai montré une carte mémoire qui est calculée par Framassi. Là, c'est sur un module de pilote de centrale et où il y a plein d'accès pointeurs dans tous les sens. Il n'y a que certains alias qui sont présents et l'utilisateur peut, en interagissant avec l'outil, préciser où sont les alias. Et grâce à ces cartes mémoire, en fait, on peut calculer un modèle mémoire qui est absolument optimal et où vous n'avez quasiment plus de mémoire partagée, sauf à certains endroits qui sont vraiment nécessaires. Alors ça, ce n'est pas encore complètement au point, c'est un travail en cours. Voilà, on y croit beaucoup et ça va permettre de traiter beaucoup de programmes sans avoir recours à la logique de séparation, mais avec un travail de préanalyse vraiment important. Alors, je vais maintenant aborder un sujet complètement différent. On va imaginer maintenant qu'on a un calcul WP efficace, une manière de prouver efficace, des modèles mémoire parfaits, etc. Mais je vais quand même me poser la question,
comment est-ce qu'on va faire pour vérifier un vrai programme dans un Airbus, dans une centrale? Alors, je ne vais pas vous montrer un programme d'Airbus, mais je vais prendre l'algorithme d'Euclide. Calcul du PGCD en appliquant successivement la division. Donc, j'ai pris l'algorithme dans Wikipédia, voilà, il est très bien. Alors, si on essaie de réfléchir, de le mettre ça en forme de C, ça va donner ça. Donc, j'ai commencé par déclarer ma fonction GCD. Alors, je n'ai pas dit ce que c'était. Hein, moralement, ça va calculer le plus grand diviseur. Et puis, en fait, j'ai exactement dit que le résultat que j'attends, c'est le PGCD de A et B. Et j'ai mis comme l'invariant qu'on trouve dans les livres, c'est que finalement, ce PGCD, il est constant pendant l'exécution de la boucle. Bon, très bien, j'applique ce qu'on me dit dans les livres, je ne réfléchis pas. J'essaie de lancer la preuve, évidemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je n'ai absolument pas dit à l'outil qu'est-ce que c'était que ce symbole GCD. Donc là, il faudra rajouter tous les axiomes qui caractérisent le GCD, qui permettent de raisonner, qui permettent de prouver finalement que cet invariant est vrai. Mais en fait, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la bibliothèque de Y3, il y a une magnifique théorie qui s'appelle number.gcd, qui définit formellement ce que c'est que le GCD, qui définit tout un tas de lemmes sur ce truc. Et en plus, voilà, donc là, je l'ai vous montré en Y3, mais en fait, c'est prouvé en coq. C'est-à-dire que derrière, il y a une implémentation coq de cette théorie. Donc, on peut être assez confiant que tous ces lemmes sont corrects. Et en fait, comme Framassi utilise Y3, en fait, on va dire à Framassi de directement utiliser ce symbole-là pour raisonner sur le GCD. Donc on va juste rajouter à notre programme une petite indirection comme ça, on appelle ça un driver, pour dire finalement le symbole GCD que j'ai là, tu vas prendre celui qui est dans la théorie Y3 qui va bien, et du coup la preuve est immédiate. Il n'y a rien de plus à faire. Bon, pas tout à fait, parce que si vous voulez vérifier qu'il y a une absence de runtime error, il faut une petite contrainte sur A et B, essentiellement parce qu'à la fin, on calcule une valeur absolue et que ça ne marche pas pour les valeurs moins mines. Donc il faut rajouter deux bricoles pour s'en sortir. Au passage, la terminaison de cet algorithme vient du fait que la valeur absolue de B décroît. Et en fait, pour ça, on n'a pas besoin des axiomes du GCD. WP peut s'en servir tout seul, c'est uniquement la règle du modulo qui joue. Voilà. Alors, je voulais montrer l'approche sur cette algorithme d'Euclide, mais en fait, cette approche est générale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas tout prouver avec Framassi WP. On va prouver que ce qui a rapport au programme C. Donc là, je vais faire référence à un travail qui a été fait depuis longtemps à la NASA. Gilles Daubec avait participé à ce travail avec César Munoz, et puis moi, après, je suis revenu. Je travaillais avec César Munoz à la NASA sur une suite de ce problème-là, puis après nous, d'autres encore. Et dans ce travail, en fait, vous avez trouvé toute une analyse. Donc, en fait, il s'agit de calculer des conditions pour que deux avions ne se rencontrent pas. Voilà. Donc, vous avez tout un corpus de définitions physico-mathématiques, géométriques, pour calculer la cinématique des avions et pour déterminer quelles sont formellement des règles de non-collision des avions. Et en fait, ça va même jusqu'à des spécifications d'algorithmes dans des langages purement logiques, donc dans l'assistant de preuve PVS, donc formé, prouvé, sans référence à aucun langage de programmation, hein, uniquement un langage logique. Voilà. Et l'idée, voilà, donc en fait, on a à disposition des algorithmes prouvés, des corpus mathématiques, physiques qui décrivent des choses. Et l'idée, c'est qu'on peut essayer de s'en resservir pour faire de la preuve de programme. Donc ça, c'est très bien décrit dans un article qui est tout récent, qui vient de paraître, de la même équipe, hein, de César Munoz et ses co-auteurs. Et en fait, voilà ce qu'ils font. Ils partent, donc ils ont tout ce développement en PVS de qu'est-ce que c'est qu'un avion, une collision, etc. Ils ont un algorithme idéal écrit en PVS qui travaille sur des nombres réels, puis ils le raffinent en un programme qui travaille sur des nombres flottants, puis ils en font un programme C, et en fait, ils fabriquent tout un tas de lemmes intermédiaires sur la précision des calculs, le fait qu'en passant de nombres réels en virgule flottante, on ne perd pas trop de précision, que donc l'algorithme reste correct, etc. Et en fait, à la fin, tous ces éléments de connaissance sont mis ensemble avec Framassi WP, juste pour prouver qu'à la fin, toute cette tuyauterie fonctionne bien. Donc c'est exactement la même approche que ce que je vous ai montré avec l'algorithme d'Euclide. Et au final, la partie qui est révolue finalement à Framassi WP, c'est uniquement de la tuyauterie du C et pas du tout le problème physique initial. Et en fait, cette approche, c'est vraiment comme ça qu'on réussit à aborder des problèmes complexes dans l'industrie. On ne confie pas tous les problèmes de résolution
aux outils finaux sur le langage final, mais on décompose comme ça le problème. Alors le gros intérêt, c'est qu'en plus, tout ça, ça peut se faire après avec d'autres langages de programmation à partir du même corpus de connaissances physiques. Voilà. Alors, pour finir rapidement, je voudrais évoquer un dernier petit problème. C'est finalement, qu'est-ce que c'est que la qualité d'une preuve? Bon, vous avez votre programme, 100% de vos conditions de vérification sont vérifiées, et alors? Je vais vous montrer quelques triplets, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Par exemple, le premier, donc il est vrai, hein, il est vrai pour tous les programmes. Donc quelque part, on peut se dire finalement, on n'a pas prouvé grand-chose. Le programme pourrait faire n'importe quoi, il est vrai quand même. Le deuxième, il est vrai aussi tout le temps. Mais vous êtes parti sur une précondition qui est impossible à remplir. Ce n'est pas très intéressant non plus. Alors le problème, c'est que ça peut être compliqué, parce que peut-être que vous avez false en précondition, mais peut-être que vous avez une formule compliquée qui contient intrinsèquement une incohérence. Vous avez peut-être dit x est positif et x doit être négatif. Et peut-être que c'est fait de manière un petit peu détournée. Donc ce n'est pas forcément facile de se rendre compte qu'on a mis false en précondition. Et puis il y a d'autres triplés là que je vous montre. Par exemple, celui du milieu, donc il est vrai. Vous voyez que la post-condition ne parle que de x, alors que le programme fait un effet sur y. On peut se demander est-ce que c'est une bonne spécification du programme? Est-ce qu'il n'y a pas un effet caché, indésirable, qui pourrait générer un problème par la suite ou, voilà. Et le dernier exemple, qui est un peu du même genre, mais sous une autre forme, c'est que finalement, vous avez une précondition qui invalide une des branches d'une conditionnelle. Et donc, en fait,